Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, c'est la guerre. La nuit dernière, en Iran, et ce soir encore, sur le sol iranien, dans la même zone d'ailleurs, c'est la région syriaque. D'après les dernières informations, le village de Tahrir et les tours de télécommunications ont été attaqués, touchés par une frappe aérienne américaine. On l'a vu hier soir, on le voit encore maintenant, ça se reproduit. Et le CENTCOM vient d'indiquer qu'il s'agit d'une réponse à ce que l'Iran a fait aujourd'hui en attaquant un navire commercial dans le détroit d'Ormuz. J'ai parlé avec Morandi aujourd'hui à propos de la nuit dernière. Il m'a dit que 2 radars avaient été touchés. Ces 2 radars n'étaient pas particulièrement importants, apparemment. Oui, enfin, les attaques d'hier soir, c'était ce que j'appelle du théâtre politico-militaire. Rien de stratégique n'a été touché, ni d'un côté ni de l'autre. C'était un peu comme si les États-Unis faisaient leur numéro pour montrer au peuple américain « Regardez comme on est dur ». Mais en réalité, c'était du vent. Et je pense que c'est pour ça que l'Iran n'a pas vraiment riposté sérieusement après ça. Au début, évidemment, tout a été monté en épingle aux États-Unis. Toute la presse parlait d'une frappe majeure, du genre « Oh là là, on leur met une raclée ». Et puis tu vois, quand j'ai creusé un peu plus tard, c'était pas clair du tout qu'ils aient touché quoi que ce soit. Donc s'ils ont vraiment touché quelque chose, ça n'avait aucune importance. Mais aujourd'hui, ça a l'air différent. Les États-Unis auraient pu prendre du recul, ignorer l'incident et dire à ces navires « Écoutez, l'Iran a ses règles, suivez ces fichues règles et il n'y aura aucun problème. » Au lieu de ça, apparemment, un navire a voulu dire « Allez vous faire voir, on ne suivra pas les règles. » Et l'Iran a répondu « Très bien, voilà un drone, passez une bonne journée. » Oui, un responsable américain vient de dire à Fox News que les frappes contre l'Iran sont plus importantes que celles d'hier soir. Et à l'instant, on apprend que 2 nouvelles frappes ont eu lieu sur l'île de Keshm. Hier soir, on avait eu quelques informations à propos de Keshm, mais on a ensuite découvert qu'aucune cible n'avait été touchée là-bas. Ce soir, en revanche, il semble qu'ils aient bien frappé des objectifs sur l'île de Keshm. Eh bien, les États-Unis ne réagissent pas à cause du navire. Ils réagissent à cause de ce que l'Iran a fait à Bahreïn. On m'a dit qu'ils avaient vraiment frappé Bahreïn, l'ancien quartier général de la 5e flotte, très durement. Je pense que c'est pour ça que les États-Unis réagissent. Et vous savez, je m'attends à ce que l'Iran réagisse à cette réaction. Donc ça va s'intensifier. Si les informations que j'ai reçues de mon nouveau contact dans le secteur de l'énergie sont exactes. Dans ce cas, l'Iran pourrait bien provoquer un peu tout ça pour attirer les États-Unis dans le jeu, les forcer à consommer davantage de carburant d'aviation civile, ce qui va créer une pénurie. Et les États-Unis vont se retrouver à court. Ils ne laisseront pas l'armée manquer, donc ils sacrifieront l'aviation civile, ce qui aura ensuite un effet négatif sur l'économie. Et de cette façon, l'Iran parvient à nuire à l'économie américaine, mais de manière indirecte. La ligne de communication dont parlait J.D. Vance, il n'y en a pas, Larry. Il n'y a aucune communication directe. Ils appellent ça une ligne directe entre l'Iran et les États-Unis, mais ça n'existe pas. Les gardiens de la Révolution l'ont confirmé. C'est pour ça qu'on voit ce genre d'attaque, coup pour coup, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez une possibilité d'escalade dans la région? Non, je pense que ça va s'intensifier. On verra bien où on en est d'ici lundi. Qui leur donne la base pour attaquer l'Iran? Ces combattants viennent de Jordanie, d'Israël. Je n'en sais rien.
Je pense qu'ils viennent probablement de Jordanie, c'est mon impression. Peut-être d'Arabie Saoudite, mais j'en doute. Ça pourrait être les Émirats arabes unis. Je ne sais pas. L'Iran le saura, et on saura, à la réaction de l'Iran, d'où ils viennent. D'après ce que je comprends aujourd'hui, Larry, il y a des informations qui viennent d'Iran. Elles ne sont pas dans les grands médias, seulement dans les médias alternatifs. Depuis que la guerre a commencé et qu'ils ont frappé 2 navires aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, les gardiens de la Révolution se préparaient à ces attaques. Ils déplaçaient des armes et certaines estimations disaient que l'Iran pourrait réagir à l'attaque d'hier soir. Et maintenant, on a une nouvelle attaque sur le sol iranien. Je pense qu'ils vont riposter et que cette riposte visera le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Oui, ils ont déjà réagi et frappé Bahreïn un peu plus tôt dans la journée. Donc non, ce n'est pas nouveau. Ils ont déjà frappé la Jordanie. Ils ont déjà frappé Bahreïn. D'ailleurs, l'Associated Press en a parlé. Ils ont rapporté que certaines cibles à Bahreïn avaient été touchées par des drones iraniens. Je crois avoir compris que ce soir, ils vont attaquer la Jordanie et aussi le Koweït. Parce que pour les Émirats arabes unis, là, je ne suis pas sûr. On dirait qu'il y a une nouvelle ligne de communication entre l'Iran et les Émirats, parce qu'ils en avaient déjà une auparavant. Oui, mais encore une fois, tout ce que je dis, c'est que ça dépend d'où les avions ont été lancés. S'ils ont décollé des Émirats arabes unis, alors on verra l'Iran frapper les Émirats. Je pense que c'est le résultat de la visite de Marco Rubio au Moyen-Orient. Il est venu, il a essayé de manipuler la région et il a mis la pression sur le gouvernement omanais. Et les Omanais, vous avez vu ce rapport du gouvernement omanais, ils ont dit « Oh, peut-être qu'ils peuvent passer par le détroit d'Ormuz sans rencontrer de difficultés. » Et ils essayaient d'en tirer parti. Aujourd'hui, 2 des pétroliers ont été forcés par les gardiens de la Révolution d'emprunter les routes désignées. Tu sais qui leur disait que c'était bon de prendre cette route, non? Je ne sais pas, parce que personne ne sait qui c'était. Les opérations maritimes du Royaume-Uni, ou peu importe ce que signifie UKMTO, ce sont eux qui disent « Oui, vous pouvez emprunter cette route ». Donc en gros, ce sont les Britanniques qui essayent d'envenimer encore un peu plus la situation. Oui. Le problème, Larry, encore une fois, c'est qu'ils ne respectent pas le protocole d'accord. Une partie de ce protocole concernait le détroit d'Ormuz, et il précisait que, pendant les 30 premiers jours, ils devaient définir un nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz, ce que d'ailleurs l'Iran et Oman sont en train de faire. Écoutez, ils se sont arrêtés. Les États-Unis violant le protocole d'accord presque tous les jours. Les insultes lancées par Trump, le voyage de Marco Rubio pour rencontrer le CCG, puis la condamnation de l'Iran qui en est sorti, tout ça va à l'encontre du protocole d'accord. Et c'est bien pour ça que les États-Unis le font. En gros, pour dire « on s'en fiche, vous n'allez pas nous dire quoi faire ». Bon, peut-être pas exactement comme ça, mais il y a un prix à payer pour cette attitude. Et on commence à voir ce que ce prix représente. Je ne sais pas, Larry, si le cas du Liban complique toute l'affaire. Ce qui s'est passé au Liban, encore une fois, c'est une violation totale du protocole d'accord. Et les États-Unis coopèrent d'un côté, ils signent ce protocole avec les Iraniens, puis ils vont réunir le gouvernement libanais avec les Israéliens
pour signer un accord qui est complètement différent de ce qui est mentionné dans le protocole dès la première clause. C'est bien ça. Je ne sais pas quelle est la position de l'Iran là-dessus. Pourquoi devrait-il rester dans ce protocole? Et aujourd'hui, l'Assemblée des experts en Iran a renforcé l'idée exprimée par le guide suprême iranien qu'il n'y a aucun intérêt à rester dans ce protocole, ni dans ce genre de discussion avec les États-Unis. Ils ne respectent rien. A-t-il publié une déclaration en ce sens? Oui. L'Assemblée des experts, oui, elle l'a publié. Eh bien, c'est l'Assemblée des experts qui a publié ça, non? Est-ce que c'est l'ayatollah qui a publié ça? Non. L'ayatollah a simplement évoqué son idée à propos du protocole d'accord. Il a dit qu'il avait une vision totalement différente de ce protocole. En gros, il a fait comprendre qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le gouvernement, avec la position du gouvernement sur les négociations avec les États-Unis. Il doutait que cette voie mène quelque part pour l'Iran. Et aujourd'hui, Larry, l'Assemblée des experts est vraiment importante parce que ce sont eux qui décident du guide suprême de l'Iran. C'est le plus haut conseil du pays, en quelque sorte. Je dirais même qu'ils sont, d'une certaine manière, au-dessus du Conseil de sécurité nationale, parce qu'ils sont directement liés au guide suprême. Et cette connexion, ils l'ont vraiment. It's an organization of carried you. Exactement. La lettre qu'ils ont publiée aujourd'hui, 62 membres sur 86 l'ont signée, 62 sur 86. Elle dit ceci: nous demandons instamment que, compte tenu de l'expérience des négociations passées, qui ont été néfastes, les négociateurs fassent preuve d'une extrême prudence face aux ruses de l'ennemi trompeur et malveillant, et qu'ils gardent à l'esprit que le respect des lignes rouges fixées par le dirigeant est un devoir religieux et qu'il n'est en aucun cas permis d'y déroger. En gros, il parle de ce qui semble être une communication entre le guide suprême et le gouvernement iranien. Une communication qui n'a pas été publiée dans la déclaration du guide suprême. Nous, on n'a pas vu ces points-là. Ils évoquent des éléments qui auraient été mentionnés, mais qu'on n'a pas vus. Apparemment, il y aurait une lettre entre les deux parties à propos du manque de confiance envers les États-Unis dans les négociations en cours et du respect des lignes rouges. Et d'ailleurs, les gens sont dans la rue. Aujourd'hui, ils sont sortis après cette lettre, après cette annonce de l'Assemblée des experts en Iran. Les gens sont dans la rue. Alors, vous savez, on dirait que le protocole d'accord va tomber à l'eau. Maintenant, je pense que l'Iran pourra quand même s'en sortir. Mais souvenez-vous, un autre pays qui pousse pour que ce protocole soit appliqué, c'est la Chine. Parce que la Chine, je pense qu'elle s'inquiète des conséquences économiques que tout ça pourrait avoir sur son propre pays si la situation continue. Oui, tu vois le drapeau de la Chine, celui du Hezbollah dans la foule, et ils agitent simplement le drapeau du Hezbollah. Je pense que c'est les lignes rouges, Larry. Jusqu'à présent, d'après ce que je comprends, du côté du guide suprême iranien, l'une d'elles concerne les négociations avec les États-Unis à propos du détroit d'Ormuz. Il a dit qu'il n'était absolument pas question de reculer sur le détroit d'Ormuz. Même dans les discussions en ce moment en Iran, ils parlent du système de péage. Tu vois, ils disent « Pourquoi aurions-nous besoin d'un système de frais ?» Parce que nous ne faisons pas partie de l'Association internationale des eaux, de cette organisation-là. Nous ne sommes pas signataires de cette loi internationale sur les eaux internationales. Alors pourquoi devrions-nous nous y conformer? Eh bien non, ils ne le font pas. Je veux dire, vous n'êtes pas signataire, donc c'est pour ça que l'Iran ne l'est pas non plus.
Les États-Unis non plus, d'ailleurs. Donc les États-Unis ne peuvent pas crier à la violation d'une loi qu'ils ne reconnaissent même pas eux-mêmes. Franchement, c'est absurde. Voici leur argument, Larry. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces négociations disent d'abord que le détroit d'Ormuz est entièrement sous le contrôle de l'Iran et que c'est nous qui déciderons du nouveau mécanisme. Ensuite, ils affirment qu'il n'y aura pas de négociation sur les sanctions parce qu'ils ne croient pas que le gouvernement des États-Unis soit capable de lever les sanctions contre l'Iran. Donc, selon eux, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ni de poursuivre quelque forme de négociation que ce soit. Voilà leur raisonnement. Est-ce réaliste? Eh bien non. Écoutez, l'Iran doit aussi tenir compte des intérêts des autres pays. La Chine, par exemple, a d'importants intérêts économiques dans le Golfe Persique et elle apporte un soutien considérable à l'Iran. Donc forcément, il doit y avoir, disons, une forme de donnant-donnant de la part de l'Iran. L'Iran ne va pas dire « Oui, on prend votre aide, mais peu importe, on fera ce qu'on veut ». Ce serait franchement pas malin. Je dirais même que ce serait stupide. Donc, il faut en tenir compte. Et je pense que l'Iran est tout à fait dans son droit d'exiger que le protocole négocié avec Oman soit appliqué. Je ne comprends toujours pas pourquoi Oman a violé ce protocole concernant le PSAG. Mais bon, on en est là. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'Iran qui fait respecter les règles et les États-Unis qui encouragent les navires à les enfreindre. Et forcément, ça crée ce va-et-vient permanent. Je pense que tant que l'Iran continue de riposter, à chaque fois que les États-Unis bombardent l'Iran, les États-Unis répliquent et encore plus fort. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'Iran n'a pas détruit l'aéroport Ben Gurion, avec tous ses cassés, 135, ses 28, ses 50 et cette énorme flotte d'avions ravitailleurs stationnés là-bas. Pourquoi ils n'ont pas tout fait sauter? Ça me dépasse. Ils sont toujours là, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, Larry, le problème en ce moment en Iran, j'en ai parlé aujourd'hui avec Miranda, c'est que le gouvernement essaie de maîtriser l'inflation. L'inflation, c'est leur principale préoccupation. Mais les gens, de leur côté, pensent qu'il ne faut pas s'en occuper maintenant. Pour eux, on est en guerre active avec les États-Unis. Donc la priorité, ce serait de mettre fin à cette guerre en combattant les États-Unis, pas en négociant avec eux. Et la région n'est pas prête pour ça. Je ne vois pas le Qatar prêt à affronter une telle situation. L'Arabie saoudite veut participer à ce conflit que l'administration Trump essaye de déclencher. Aujourd'hui, j'ai parlé avec David Pine. Tu sais, tu le connais. Oui, je connais David. Oui. David a dit que les États-Unis n'ont pas besoin d'aller aussi loin, d'attaquer directement le territoire iranien. Ils peuvent frapper, ils peuvent répondre à l'Iran d'une manière plus modérée, plus... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si l'Iran attaque un de ses pétroliers, ils n'ont pas besoin de viser des systèmes radars ou quelque chose comme ça sur le sol iranien. Ils peuvent faire autre chose. Il n'a pas précisé ce qu'il voulait dire par là. Ah oui, bon d'accord, oui, je comprends. Au lieu d'attaquer l'Iran sur son propre territoire, ils doivent faire autre chose. Peut-être quelque chose de politique. Peut-être, je ne sais pas, une série d'annonces. Nous condamnons l'attaque iranienne contre, vous savez, un pétrolier battant pavillon de Singapour, qui a été attaqué par l'Iran, par exemple. Et il dit que ce que fait l'administration Trump, littéralement, c'est entraîner à nouveau les États-Unis dans la guerre. Oui, non, c'est vrai. Et vous comprenez bien que si les États-Unis commencent,
En ce moment, il y a un ordre en place qui prévoit le retrait d'un grand nombre de ces avions, les F-35. Et juste pour préciser, l'armée de l'air a déclaré la semaine dernière, je crois, devant le Congrès, que la disponibilité opérationnelle des F-35 se situe entre 25 et 30%. Autrement dit, plus des 2/3 des appareils achetés et déployés ne sont pas prêts à voler. Et les nouveaux avions livrés le sont sans le radar dans le nez. Et personne ne sait quand ces radars seront disponibles. Donc, le point ici, c'est qu'il est tout à fait possible que l'Iran continue simplement à pousser, à forcer les États-Unis à réagir avec les F-35, et qu'au passage, cela épuise les réserves de carburant américaines et use ces appareils. Il se peut donc que ce soit une stratégie délibérée de l'Iran. Je ne peux pas dire que ce ne soit pas le cas. Maybe this is a deliberate strategy by Iran. I can't say it's not.